Guillaume, bonsoir. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Pour débuter, c'était jour de rentrée pour les professeurs à Mayotte, un retour à l'école dans un contexte de reconstruction. Et qui a surtout été décalé à la suite du passage du cyclone Chido et de la tempête Dikeledi. Le ministère fait savoir justement ce lundi que les personnels seront donc amenés à élaborer un plan de reprise des activités scolaires qui sera communiqué aux familles d'ici vendredi. Concernant la sécurité, on a 66 équipiers mobiles qui ont été recrutés en renfort des 72 déjà positionnés au sein de l'académie. Ils vont notamment assurer la sécurisation des collèges et des lycées. Par ailleurs, 300 agents de prévention recrutés en parcours emploi. Conséquence, là aussi, formés par la sécurité civile, vont veiller à la sécurité des écoles. Un service de soutien et d'écoute a également été mis en place pour les professeurs et le personnel éducatif. Et concernant le matériel scolaire, le ministère va fournir 5000 kits de fourniture aux élèves mahorais, composés de sacs à dos, de cahiers de stylo ou encore de crayons à papier. Alors toutefois, il faut savoir que selon le recteur de Mayotte, sur les 221 écoles administratives que compte l'île, 39 sont en incapacité de fonctionner. Les syndicats appellent justement une grève illimitée. Ils réclament notamment une aide exceptionnelle de 2000 € pour les personnels de l'éducation nationale. Voilà, on parlait des parcours emploi compétences pour les PEC. Ce week-end, les sénateurs ont voté le premier budget de l'État. Ils ont adopté les moyens de la mission enseignement scolaire dans le projet de loi de finances pour 2025. Les débats avaient été suspendus. Ensuite, on s'en souvient à la motion de censure de l'ancien gouvernement, motion adoptée à l'Assemblée nationale, c'était en décembre dernier. Par rapport à la loi de finances de l'an passé de 2024, les moyens restent stables, un peu plus de 64 millions d'euros. Un amendement de dernière minute avait toutefois été déposé par le gouvernement. Il prévoyait 52 millions d'euros d'économies pour l'enseignement scolaire. Ce dernier a été rejeté par les sénateurs. Elisabeth Borne relance un sujet épineux, celui des vacances scolaires d'été. La ministre de l'Éducation envisage de les raccourcir. À l'horizon 2026, je cite, les coupures longues se traduisent par des pertes de niveau pour les élèves les plus fragiles, estime donc l'ex-première ministre dans les colonnes du Parisien. Des congés qui ont déjà été raccourcis pour les élèves en difficulté. Sinon pour les autres, c'est 8 semaines l'été. Pour nos voisins, à titre de comparaison, 6 semaines en Allemagne ou aux Pays-Bas, entre 7 et 9 pour la Belgique, 10 à 12 pour l'Espagne et les Balkans, et même plus de 12 semaines de congés en Italie ou encore en Grèce. Un sujet qui a mis en colère justement Benjamin Amar, il est professeur d'histoire géo. C'était au micro RMC vendredi dernier dans l'émission Estelle Midi. Honnêtement, de qui se moque-t-on? Non seulement Elisabeth Borne n'est pas la première à avoir cette idée-là, mais on pourrait faire un inventaire à l'après-vert de tous ceux qui ont mis en avant cette idée pour faire un peu de mousse. Moi, Madame Borne, je lui suggérerais une priorité, en toute humilité. Vous savez, la France, dans le classement OCDE, elle paye moins bien ses profs que la Colombie. Sérieusement, on est dans un 6e ou 7e puissance mondiale et on paye les profs français moins bien que les profs colombiens. Il y a une priorité pour les enseignants en France, une priorité, c'est d'avoir des revalorisation salariale. Face aux sénateurs, la ministre de l'Éducation nationale a dit qu'elle allait lancer une grande concertation sur ce sujet. Rappelons-nous qu'en 2023, c'est Emmanuel Macron qui avait mis sur la table justement ce débat, estimant qu'il fallait repenser ces temps dans l'année. Pour lui, on n'avait pas les mêmes compétences d'un mois à l'autre, et notamment s'il y avait une longue période de pause selon le chef de l'État. Sur le plan judiciaire à présent, ouverture aujourd'hui du procès des parents d'Amandine, cette jeune adolescente qui était morte de faim en août 2020. Les photos de la jeune fille avaient choqué. 13 ans, seulement 28 kilos pour 1,55 m. Et à la barre, donc, sa mère et son beau-père qui sont jugés aux assises de l'Hérault pour actes de barbarie et privation d'aliments suivis de mort. Pendant près de 5 mois, en fait, l'adolescente a été écartée du reste de la famille, enfermée, parfois nue dans un débarras équipé de caméras surveillance qui était connectée au téléphone de ses parents. Des signalements de la part d'écoles primaires avaient été faits pour maltraitance à son égard. Néanmoins, les enquêtes avaient été classées sans suite. Amandine avait même dénoncé sa mère avant de se rétracter. À présent, c'était à la justice de se prononcer. Le procès va se durer toute la semaine. Et sur un tout autre sujet maintenant, ce lundi 20 janvier marque le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. 4 ans après l'avoir quitté, et lui qui a été élu le 5 novembre dernier par les Américains, Donald Trump a donc été investi 47e président des États-Unis au terme d'une cérémonie très codifiée qui s'est déroulée au sein du Capitole, cette fois-ci à Washington DC. Oui, la capitale
fédérale qui a connu la neige et le froid, ce qui a provoqué un petit changement de programme. Cela n'a pas empêché cette Inauguration Day. Le candidat républicain donc a prononcé un discours. Il a prêté serment en prononçant cette phrase: « Je jure solennellement que j'exercerai fidèlement en fonction de président des États-Unis et que, au mieux que je peux, je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des États-Unis » Son vice-président également, J.D. Vance, prêtera notamment serment et prononcera lui aussi un discours. Une date qui marque également l'entrée au gouvernement d'un certain Elon Musk, le patron de X, en charge de l'efficacité gouvernementale, un réseau social X qui est en train d'être déserté par ses utilisateurs en France. Avec l'initiative d'un collectif HelloKitX qui appelle justement les utilisateurs français, en particulier les institutions, les médias, les politiques, à quitter ce réseau social. La mairie de Paris, l'Institut Pasteur, la Ligue des droits de l'homme, la Voix du Nord, Greenpeace ou il y a peu Le Monde, donc qui ont décidé de quitter le réseau social. Et du côté des syndicats, là aussi, le syndicat Sud Éducation, encore SNES FSU, ont suspendu leur activité sur l'application. Le collectif qui dénonce un manque de modération et surtout la diffusion de discours toxiques au sein de ce réseau social. Merci beaucoup Guillaume.